Premier ministre Sébastien Lecornu pour tenter d'ultimes tractations. Et on l'a vu, il y a eu Laurent Wauquiez qui est parti il y a quelques instants. Maintenant, c'est Bruno Retailleau qui est arrivé. Les deux cadres LR reçus séparément, que se passe-t-il ? C'était déjà compliqué, très compliqué pour Sébastien Lecornu lorsqu'il pouvait compter sur ce socle commun qu'il a tenté de consolider. Ça l'est encore davantage maintenant qu'il ne peut plus compter réellement sur cette alliance avec la droite républicaine. Bruno Retailleau l'a dit tout à l'heure dans une réunion de groupe avec les députés des Républicains. Il veut tourner la page de ce socle commun. Néanmoins, il est reçu en ce moment pour tenter de réparer la relation avec Sébastien Lecornu qui est glacé depuis dimanche et depuis lundi, la démission de Sébastien Lecornu, dont beaucoup reprochent à Bruno Retailleau d'avoir précipité la chute de son gouvernement. Alors pourquoi ce rendez-vous en ordre dispersé avec Laurent Wauquiez ? Parce qu'il faut donc réparer cette relation et ça ne peut se faire que par un tête-à-tête. Et puis ensuite, parce qu'au sein même des Républicains, c'est la rupture au cours de cette réunion dont je vous ai parlé, qui a eu lieu à l'Assemblée nationale. Laurent Wauquiez a, devant tous les députés, reproché directement à Bruno Retailleau d'avoir, je cite, abîmé l'image du parti en changeant d'avis après avoir d'abord accepté de rejoindre le gouvernement, puis en changeant d'avis, en voyant notamment la nomination de Bruno Le Maire. Tout ça complique les choses donc pour Sébastien Lecornu qui malgré tout tente de consulter tant bien que mal. Il a, rappelons-le, jusqu'à demain soir pour tenter de trouver de la stabilité. C'est la mission que lui a confiée le président de la République hier. Attal, merci beaucoup, ainsi qu'à Florian Paume qui est derrière la caméra. Henri Guénaud, sans attendre, de quoi est-ce le nom, là, tout ce qui se passe ? Laurent Wauquiez, puis Bruno Retailleau. Que comprenez-vous, vous ? Ce que tout le monde comprend. C'est-à-dire que on ne peut pas recevoir les deux, le président du groupe LR en même temps que le président du parti. C'est que la confiance entre les deux est certainement aussi abîmée que la confiance entre Bruno Retailleau et Sébastien Lecornu. Voilà. Mais au fond, ça ne tranche pas sur le reste, sur tout le spectacle qui est sous nos yeux. C'est tous les partis se comportent d'une façon accablante. Mais est-ce que votre famille politique est en train d'exploser en vol ? Votre ancienne famille politique ? Il n'y en a plus du tout d'ailleurs. Et bien alors voilà, est-ce que vous actez la fin des Républicains ? Pour vous, tout ça acte la fin des Républicains ? En tout cas, c'est pas la renaissance des Républicains. Ça, c'est certain. Alors ça, je vous l'accorde. Mais est-ce que c'est en train d'exploser en vol ? Mais ça fait un moment que ça explose en vol, vous n'avez pas remarqué ? Alors pour l'instant, ils arrivent à refaire avec des débris, avec les débris qui restent quelque chose. Mais au fond, ce parti, comme les autres, qu'ont-ils à dire aux Français ? Qu'ont-ils à défendre ? Quelle est leur vision de la France ? Quels sont les principes qui guident leur action et qui les guideraient demain s'ils gouvernaient notre pays ? Vous pouvez faire le même procès d'ailleurs au Parti Socialiste, au Bloc Central, à Horizon, voilà, je veux dire, c'est à quoi... Justement parce que ce ne sont plus des familles politiques. Le RPR, c'était une famille politique. Alors, il y avait des dissensions, il y avait des divergences, mais il y avait quand même... Il y avait un corps de doctrine, il y avait un corps de principes, il y avait une histoire. Très bien. Après, on a voulu faire l'UMP. L'UMP, on a mis ensemble des gens qui n'avaient, au fond, pas grand-chose en commun, mais qui avaient décidé de travailler dans un même parti. Ça n'a pas été une réussite, et les défauts ont été masqués par l'énergie, l'intelligence de Nicolas Sarkozy, très bien. Et puis après, on a vu les défauts. Donc après, on a fait LR, et puis voilà. Puis depuis, je vous raconte l'histoire, on la connaît. Ça s'est descendu à 4,7% à la dernière présidentielle. Voilà, donc si vous voulez, et combien aurait-il de députés si le bloc central n'avait pas voté pour eux, ou même parfois des candidats de gauche contre des électeurs de gauche contre le Rassemblement national. Donc voilà, qu'est-ce que ce parti a à dire ? Moi, en tout cas, Bruno Retailleau, il avait une chose à dire aujourd'hui, Henri Guénaud. Il a réclamé une cohabitation. On va le réécouter et vous me direz ce que vous en pensez. C'est déjà écrit sur votre visage. Vous me direz ce que vous en pensez juste après. Regardez. Ce qui est exclu, c'est que LR se dissolve dans une majorité macroniste. Ce matin, vous ne fermez pas la porte à une éventuelle participation à une condition, dans un gouvernement. À une condition, c'est que ce soit un gouvernement que j'appellerais de cohabitation. À vous, Henri Guénaud. Mais ce mot est totalement impropre. Nous ne sommes pas dans les conditions d'une cohabitation. Une cohabitation, ça survient quand la majorité, quand il y a une majorité à l'Assemblée nationale qui n'est pas celle du président, une majorité qui peut former un gouvernement.
Et à ce moment-là, il y a une cohabitation entre ce gouvernement et cette majorité d'une part et le président de la République de l'autre. On n'est pas du tout dans cette situation. Donc ce mot n'a aucun sens. Appelez ça comme vous voulez, mais c'est pas une cohabitation. La cohabitation, elle a trouvé ses marques, ses règles. Elle était d'ailleurs inscrite dans l'esprit des institutions, en réalité. Bon, mais là, ça n'a rien à voir. Regardez comment se sont déroulées les cohabitations entre François Mitterrand et Jacques Chirac, François Mitterrand et Édouard Balladur, Jacques Chirac et Lionel Jospin. Le pays était gouverné. Il y avait une... Voilà, c'est la cohabitation, ça se fait quand la majorité présidentielle, la majorité... Les Français étaient contents de la cohabitation. Les Français étaient contents. Mais ça donnait une respiration. Ah oui. C'est au lieu imaginaire. Voilà, le meilleur de la droite, les meilleurs de la gauche. Voilà. C'était pas forcément le meilleur de la droite. C'est comme ça que j'étais perçu. Oui, mais en tout cas, ça a fonctionné. Je pense que les Français étaient contents au moins d'une chose, c'est que ça fonctionnait. C'est-à-dire que chacun était dans son rôle. Mitterrand avait très bien géré la première cohabitation et parfaitement défini le rôle du président de la République. Et personne ne l'a remis en cause. Du coup, on fait quoi, Henri Guénaud ? Comment ? Qu'est-ce qu'on fait alors ? Qu'est-ce qu'il doit dire, Bruno Retailleau, derrière ces murs de Matignon, parce qu'il est là en ce moment même, devant Sébastien Lecornu. Il y a ce qu'il doit faire. Ce qu'il doit faire, c'est devenir à temps plein chef de son parti, voilà, faire de la politique. Voilà, et quitter la place. Vous ne pouvez pas être en même temps le titulaire de ministère de l'Intérieur, attendez, et le chef d'un parti. Elle va me dire, je sais ce qu'elle va me dire, que Nicolas Sarkozy l'était, mais ça n'a rien à voir. Il était le chef du parti qui était au pouvoir, qui était au gouvernement, qui était majoritaire à l'Assemblée, et personne ne se disputait à l'époque en public. Il y avait des tensions internes, mais personne ne se disputait en public. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le ministre de l'Intérieur qui disait c'est la faute du ministre des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères qui disait c'est la faute du ministre de l'Intérieur. Non, vous avez raison, le ministre de l'Intérieur à l'époque disait tout cela c'est de la faute du président. Donc... Mais il ne le disait pas en public, vous l'avez entendu dire ça. Pardon, il y a eu la phrase des rois fainéants. Je voudrais vous entendre sur une cohabitation. C'est vous qui avez décidé qu'il désignait Jacques Chirac. La cohabitation. Non, ça n'a rien à voir. Que Bruno Retailleau appelle de ses voeux. Je rejoins Henri Guénaud sur le fait que la cohabitation, c'est une majorité parlementaire qui désigne un gouvernement et un président qui n'est pas du même camp. On l'a vécu, ça a plutôt pas mal fonctionné. Effectivement, cette 5e République, que je ne voue pas aux gémonies, mais que je trouve usée, elle a permis ça. Elle a eu cette souplesse. Aujourd'hui, le fait générateur, il est quand même dans le résultat de la dissolution d'il y a un an, qui a sorti une majorité ingouvernable et qui a rendu un pays ingouvernable. C'est ça le fond du sujet. Avec un président de la République, je peux peut-être reprendre des propos qui ont été tenus par un ancien Premier ministre, dont on ne comprend pas bien les décisions. Et quand je dis pas bien, c'est pour être plutôt sympathique sur ce sujet. Voilà, c'est le nœud gordien de nos problèmes, il vient de là. Il vient du fait que ce pays est devenu ingouvernable parce que la majorité, l'Assemblée nationale l'est, qu'il n'y a pas de majorité possible. Et c'est pour ça que dans notre enquête IFO-Appel-Si d'hier, la manière qu'ont les Français pour trancher ce nœud gordien, pour reprendre ce terme pompidolien, Yves, c'est aller vers une dissolution. On était en juin à peine 40% des Français favorables, on est maintenant à 2 tiers des Français. Je perds quand même une certaine distinction. Le souhait de dissolution et le pronostic majoritaire, c'est sortons de cette crise en retournant aux urnes, en retournant au peuple. En revanche, dans le discours spontané des Français, il n'y a pas de souhait explicite de voir Emmanuel Macron quitter le pouvoir. Pourquoi ? Il est très rejeté, c'est un des plus impopulaires, parce que l'idée, c'est ce qui serait la catastrophe pour les Français, c'est une mini-présidentielle, une présidentielle anticipée, une campagne de 30 jours. On y revient, vous divulgachez un peu, on va y revenir dans un instant. C'était pour le raisonnement. Je voudrais juste entendre Patrice Duhamel. Selon vous, ce qui se joue à Matignon, Laurent Wauquiez qui s'en va, Bruno Retailleau, ils sont reçus séparément. On se demande si LR est en train d'exploser en direct sous nos yeux à la faveur de cette crise politique beaucoup plus générale. C'est ce qui s'écrit. Ce qui est très compliqué, et ça recoupe un peu ce qui vient d'être dit, c'est qu'il y a d'une part les entretiens un peu institutionnels à Matignon et Lecornu est chargé de lister les hypothèses avec ceux qu'il reçoit. Donc il liste là. Le sujet à la mode depuis ce matin, la fin de matinée, c'est par exemple voir avec eux s'ils seraient d'accord, ce qu'ils feraient si le président nommait une personnalité de gauche. Puisque c'est ça que, semble-t-il, le président est en train de tester. Mais en même temps, le président, de son côté, il n'est pas inerte. Et c'est peut-être d'ailleurs le problème. C'est-à-dire qu'il a chargé Lecornu d'une mission
pas très de stabilité, ce qui est assez cocasse d'ailleurs, le mot. Mais en même temps, lui, il a des contacts, il essaie de savoir qui pourrait incarner telle ou telle chose. Il y a déjà des noms qui circulent, vous en avez en tête, vous, Patrice Duhamel ? Il y a le nom de Laurent Berger, mais je ne sais même pas s'il a été contacté, mais qui a déjà refusé après la catastrophe électorale pour la majorité, l'ancienne majorité de 2024. Pour la gauche, on cite les noms d'Olivier Faure forcément, de Pierre Moscovici notamment pour des raisons financières, et celui de Jérôme Guedj, pour garantir la guerre avec les Insoumis. Avec les Insoumis, c'est ça. Henri Guénaud, je scrute vos expressions. Elles me semblent encore assez claires. S'il y avait un homme de gauche, ce que certains appellent la gauche raisonnable, à Matignon. S'il y en avait un, pourquoi pas, à condition qu'il soit capable de ne pas être un Premier ministre de gauche, ni un Premier ministre de droite. Enfin, vous ne pouvez pas, aucun parti ne peut aujourd'hui prétendre diriger l'exécutif en France au nom de son propre programme, de ses valeurs, de son programme. Ça n'est pas possible. Donc, il faut accepter d'aller à Matignon et d'aller au gouvernement pour faire son devoir. Son devoir, c'est d'assurer la continuité de l'État. Quand je disais ça, il y a l'année dernière, après la dissolution et l'élection de l'Assemblée, tout le monde me regardait avec des grands yeux, mais il n'y a que cette possibilité. Voilà. Les gens ne vont pas au gouvernement pour être le porte-parole de leur parti, ils vont au gouvernement pour faire leur devoir. Alors qu'il y a là-dedans des gens qui viennent de la gauche, de la droite, du centre, c'est très bien, mais il faut absolument... Là Henri a encore raison sur ce sujet, sauf que nous sommes à 300 jours de l'élection présidentielle. Et que l'élection présidentielle telle qu'est devenue notre constitution rend le monde politique fou. Ou 400 jours. On est sur un an et demi. 500 jours, pardon. Mais ça les rend fous. C'est l'élection présidentielle qui les rend fous. Et si on ne trouve pas la personnalité qui ne vient pas faire un programme de gauche ou un programme de droite qu'on espère tous, et je rejoins Henri Guénaud, c'est parce que tout le monde est omnubilé. Croyez-moi que Bruno Retailleau dans sa voiture et Laurent Wauquiez dans sa voiture, ils pensaient à la France et à l'élection présidentielle. Tout est dit. Si on dit ils deviennent tous fous, ça veut dire aucun n'est en mesure d'exercer les plus hautes responsabilités de l'État. Voilà, s'ils sont tous fous, on a un vrai problème. D'ailleurs, on a un problème avec le président de la République, ça c'est certain. On a aussi un problème avec les politiciens qui occupent tous les postes et qui ne pensent plus du tout à leur devoir, qui ne pensent plus du tout à leur responsabilité. Voilà, et le problème, il est là, c'est que aller chercher... Oui, on a personne, en fait. Voilà le drame de cette histoire. Et ce qu'on avait... Regardez ce qu'on a nommé depuis la dissolution. Bon, donc, avec des gens pour qui, moi, j'ai beaucoup d'estime. Hein, Michel Barnier, François Bayrou, Sébastien Lecornu, très bien. Bon. Même des gens qui ont des décennies d'expérience politique se sont comportés d'une façon incompréhensible. Voilà, Michel Barnier n'avait pas besoin de faire un 49-3. Voilà. Et donc, instabilité gouvernementale. François Bayrou, alors je ne parle même pas de son plan économique absolument délirant qui dressait tout le monde, qui fracturait encore plus la société, mais il n'avait pas besoin de poser la question de confiance. Deuxième instabilité, et Sébastien Lecornu, lui, il pose sa démission. Bon, ça fait 3 gouvernements. Alors, on aurait pu éviter cette instabilité. C'est incompréhensible. Avec qui gouverner ? Avec qui